D'abord, le premier point qu'on va évoquer, c'est la réussite de Porsche, avec un triplé des Porsche. La voiture de André Lauterer, Kevin Estre, un Français, Lorenz Vanthoor, qui s'est imposé. Il y a eu une deuxième Porsche à la deuxième place, et celle engagée par l'équipe Jota, où on retrouve notamment Norman Nato. Et une troisième Porsche, une autre Porsche officielle, où on retrouve notamment celle de Fred Makowiecki sur le podium. On retrouve donc Porsche aux avant-postes en championnat du monde d'endurance. C'est la première fois depuis 2017 que ce n'était pas arrivé, parce qu'on se souvient que Porsche s'était ensuite retiré du championnat. Gilles, qu'est-ce que toi tu t'en as retiré un petit peu de ce week-end ? Déjà premièrement que Porsche, après une saison assez décevante l'année dernière pour le début de la 963, finalement a déjà quand même bien rectifié le tir. C'était quand même très très étonnant que Porsche soit pas complètement aux avant-postes. Quand Porsche fait une voiture d'endurance, normalement, tout de suite, ça claque. L'année dernière, ça n'avait pas été le cas. Là, cette année, clairement, ils ont bien rectifié le tir, parce qu'ils avaient déjà gagné aux 24 heures de Daytona, qui ne fait pas partie du championnat du monde d'endurance, mais qui fait partie du championnat américain d'endurance, l'IMSA. Donc, ils avaient gagné les 24 heures de Daytona. Là, maintenant, ça gagne, et ça fait même tripler puis en qualification, ils étaient aussi ultra bien représentés, parce qu'en plus, ils ont la force du nombre. Les Porsche. Donc là, on peut dire que chez Porsche, on a vraiment corrigé le tir, et que cette voiture, maintenant, a montré les muscles, et elle va devenir peut-être la favorite d'ailleurs pour le titre, à la fois au championnat du monde, et peut-être même pour les 24 heures du Mans, parce qu'on a eu le sentiment que dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en qualification, que ce soit en termes d'usure des pneumatiques aussi, où ça joue énormément, les Porsche ont toutes, en plus avec des équipes différentes. Il y a les Porsche officiels, il y a les deux Porsche de chez Jota. On a parlé de celle de Norman Nato, mais il y en a une autre quand même avec un certain Jenson Button à son volant. Il y en a une chez Proton, qui est une équipe qui est aussi très très expérimentée en endurance. Honnêtement, ça va être compliqué à gérer. Autant de Porsche bien menés. La concurrence va avoir fort à faire. Ouais. Alors moi, globalement, j'ai trouvé cette course extrêmement intéressante, avec 19 hypercars au départ. Un circuit assez sinueux quand même par rapport à ce qui se fait sur les autres standards, ce qui fait qu'il y avait tout le temps de l'action. Il fallait se faufiler dans le trafic. Et je vois là quelque chose d'un petit peu nouveau, une prime quand même aux pilotes qui savent sentir un peu comment se glisser dans le trafic. C'est quand même très important. Alors le circuit était un petit peu particulier, mais on a vu beaucoup de scènes comme ça où il fallait y aller franchement, et ça, on ne gère plus, je dirais. On est sans arrêt dans un pilotage quand même assez agressif. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Et d'ailleurs, même la voiture de tête a failli se faire piéger. Il y a eu un contact, et ça a failli leur coûter la victoire. Et on a vu aussi un Jean Egvern vraiment pousser devant derrière la Porsche. Moi, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment de bon augure. Je peux juste ajouter un petit truc. On a parlé des 3 Porsche et de la Cadillac, donc 3 LMDH. Il y a 2 catégories chez les hypercars. Les LMH, c'est-à-dire, on va dire, les voitures qui sont vraiment faites de A à Z par les constructeurs. C'est le cas des Toyota, c'est le cas des Ferrari, c'est le cas des Peugeot. Y compris les systèmes hybrides. Exactement. Et puis, il y a les LMDH, donc pour les Porsche, pour les Cadillac. Les voitures américaines, en fait. Exactement. Qui, elles, utilisent l'un des 4 châssis. L'un des 4 châssis homologués par l'organisateur, et des systèmes hybrides qui sont communs et qui n'agissent que sur les roues arrière. Il y a évidemment un système de BOP, de balance de performance entre chaque voiture, et donc entre ces 2 catégories. Là, on a peut-être quand même donner des armes en plus aux voitures de la catégorie LMDH. J'en veux pour preuve. Je parlais de la discrétion, et ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur les résultats des Toyota et des Ferrari, qu'on n'a pas beaucoup vu pendant cette course. Si on redescend dans le classement, la première des Toyota, elle est à la 6e place. La première des Porsche, la première des Ferrari est en 7e position. Il n'y avait qu'une Toyota en hyperpole. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile à gérer pour eux. Ils ont découvert quelque chose d'un petit peu différent.
de la dernière manche du championnat 2023 qui était aussi à Bahreïn. On alourdit un petit peu les voitures. C'est ce que j'allais dire, on les a un peu assaisonnées. Voilà, exactement. Et ce qui fait que elles ont été un petit peu en retrait comme dans le paquet. Hein. C'est étrange de voir des Toyota se battre pour une 6e, 7e place et ne pas pouvoir s'extraire du peloton comme ça parce que c'était aussi difficile de dépasser dans les parties sinueuses. Et puis Ferrari a... par contre, n'a pas tellement réussi. Ils ont eu une pénalité sur la 50. Oui, il y a eu un accrochage. Ils ont franchi la ligne avec la 51 à l'entrée des stands. Ils ont perdu tout l'ensemble de l'aileron arrière sur l'autre voiture. Et il n'y avait pas d'ensemble prêt dans les stands. Enfin, c'était assez étonnant comme ça. Des erreurs comme ça se paye cash maintenant. On n'est plus sur une course au longueur, même de 10 heures. Oui. Tu t'en remets pas. Mais non, mais c'est incroyable. En fait, c'est pas tant la longueur de la course qui pose problème désormais. C'est qu'avant, quand il y avait 3-4 voitures dans la catégorie, tu les effaçais rapidement. Il suffisait de remonter un peu et vous étiez sur le podium. Là, il y en a 19. Donc, si vous faites une erreur, vous êtes au fin fond du classement et vous ne relevez jamais la tête. Clairement, il y a un traumatisme chez Toyota d'avoir perdu les 24 heures du Mans l'année dernière. On a beaucoup de mal à s'en remettre. Et la seule façon d'effacer cet affront, c'est de gagner au mois de juin prochain. Donc, Toyota ne pense qu'à une seule chose. C'est de gagner les 24 heures du Mans 2024 avec 9 constructeurs au départ. L'édition du millénaire des 24 heures du Mans. Et Ferrari, à l'inverse, n'avait remporté qu'une seule course l'année dernière. C'était celle qu'ils voulaient remporter. Ils n'ont retenu que ça. Ils ont gagné les 24 heures du Mans. Donc ce circuit de Bahreïn, qui n'a pas grand-chose à voir avec le circuit de la Sarthe, au final, que nous dit-il en termes de performance? C'est quand même difficile à lire. Est-ce qu'on est resté discret du côté de chez Toyota et chez Ferrari? Est-ce que de toute façon on ne travaille pas pour être performant ni à Bahreïn, ni à Imola, ni à Spa, mais uniquement pour ces deux constructeurs plus que pour tous les autres dans la Sarthe? Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça quand même. Donc attention à surtout pas enterrer les Toyota, surtout pas enterrer les Ferrari.